Et aujourd'hui, on va essayer, je suis très heureux d'être parmi vous et je serais ravi de discuter avec vous le lien entre le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires pour une meilleure prise en charge à travers ce qu'on va voir ensemble, mais surtout à travers la médication. Je tiens à remercier le laboratoire Novo Nordisk qui a sponsorisé cet événement, tout en précisant tous mes conflits d'intérêts. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir un aperçu sur le risque cardiovasculaire chez le patient diabétique de type 2 et on va essayer de l'aborder selon le plan suivant. On va d'abord voir ce qui en est des besoins insatisfaits en diabétologie, quelles sont nos imperfections actuelles en matière de la prise en charge du diabète, et après, on verra ensemble l'efficacité des analogues de GLP-1, que ce soit par rapport aux autres antidiabétiques, sur le plan ici beaucoup plus glucocentrique, et autres effets, et on va voir est-ce qu'on peut comparer les analogues de GLP-1 aux gliflozines en matière d'efficacité protectrice. Et après, à travers ce qu'on va apercevoir, on va voir les recommandations. Et j'ai saisi l'occasion pour mettre les recommandations de l'EDA, mais surtout pour mettre des recommandations récentes de 2025 de la Société francophone de diabétologie qui a fait un aperçu sur la prise en charge du diabétique à très haut risque cardiovasculaire pendant la période aiguë post-infarctus. Et on va voir comment ils ont mis leurs préférences par rapport aux médications. Et on va conclure par deux cas cliniques rapides qui illustrent, c'est juste pour vous donner deux petites réflexions par rapport à la prise en charge du diabète de type 2 à très haut risque cardiovasculaire. Donc, en ce qui concerne les besoins insatisfaits de la prise en charge du diabète, on a l'insatisfaction par rapport à l'épidémiologie. On a toujours une croissance attendue, mais qu'on n'arrive pas à l'arrêter de la pathologie diabétique. On a aussi au milieu, vous aurez des patients sous-diagnostiqués, donc une insuffisance en matière de diagnostic, et aussi, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est que la moitié, voire un tiers des patients ne sera pas à l'objectif de l'hémoglobine glyquée à l'échelle mondiale. Et à la fin, on a une insuffisance de protection. Ça veut dire, vous suivez un patient, il vous fait un événement, il vous marque qu'il est à très haut risque cardiovasculaire et vous ne faites pas de changement en matière de prise en charge. Ça veut dire, vous ne basculez pas vers les molécules de protection. Et c'est ce qui a été prouvé dans des études. Et j'ai eu même l'honneur de faire une étude dans mon service pour voir, on est protecteur à travers la prescription des médicaments protecteurs chez les patients en prévention secondaire. Et c'était décevant, seulement 20% qui bénéficiaient en 2021 des médicaments protecteurs. Alors, en ce qui concerne d'abord l'insuffisance épidémiologique, c'est que vous voyez la croissance attendue, mais ce qui est remarquable, c'est qu'on est une partie du monde chez qui on voit l'accroissement de la maladie, de la prévalence de la maladie de manière très rapide et très importante. Si on veut la schématiser en chiffres, vous aurez en 2045, on s'attend à ce que vous aurez un patient sur 5 qui va consulter pour diabète de type 2, ce qui est vraiment malheureux. Ce qui nous engage en matière de la prise en charge du diabète, c'est surtout les complications. Et parmi les pires des complications, c'est les complications cardiovasculaires. C'est clair que le rassemblement des complications existe, et à chaque fois que vous aurez, par exemple, une atteinte multiple des complications microvasculaires, ça vous fait monter en grade de risque d'atteinte cardiaque. Et si on veut parler de qui fait mal aux patients, c'est les complications cardiovasculaires parce que ça constitue la grande majorité des causes de décès. Les patients diabétiques ne vont pas mourir parce qu'ils vont perdre leur rein, ne vont pas mourir parce qu'ils perdent leur œil,
ne vont pas mourir de la neuropathie, mais beaucoup plus de la cardiopathie ischémique ou de des maladies cardiovasculaires. Et le risque attribué chez le patient diabétique par rapport à un patient qui n'est pas diabétique, si vous voulez en chiffres, le patient diabétique a 2 fois plus de risques. Il était question, puisque vous voyez déjà les slides de l'IDF, de l'Atlas d'IDF en 2025, il était question de voir quels étaient les pourcentages qui ont été étalés par rapport aux maladies cardiovasculaires selon leur fréquence. Et on voit que les fréquences ont changé par rapport à l'ancienne version de l'IDF de 2020, où il y avait l'AVC qui était plus prédominant chez les malades diabétiques en ce qui concerne la fréquence. Et là, vous avez l'insuffisance cardiaque qui a un surrisque de 84% et un surrisque d'IDM qui a surmonté les AVC de 73%. Ce sont les 2 pathologies que vous aurez, qu'ils soient masqués ou démasqués, la plupart de vos patients diabétiques vont les exprimer. Et le premier réflexe pour baisser ce fléau, pour arrêter les complications, c'est normaliser la glycémie. Mais vous savez tous, à travers ce que je suis en train de montrer devant vous, qu'on a échoué à démontrer, on a bien démontré que baisser 1% d'hémoglobine glyquée fait réduire les complications microvasculaires, mais baisser l'hémoglobine glyquée de 1% n'a rien fait sur le plan des complications macrovasculaires et n'a rien fait sur le plan de la mortalité cardiovasculaire. Des ébauches de réduction à long terme sur le plan des complications, cardiovasculaires, mais qui restent de niveau de preuve faible par rapport à la randomisation qui n'avait pas d'effet sur les complications cardiovasculaires. Et on se posait la question, peut-être que l'inertie des médecins, et surtout des anciens médecins, peut être en rapport avec cet effet. Parce qu'on se dit, peut-être 7,5 c'est comme 7. Et 8, c'est comme 7,5, parce que baisser de 1%, ça n'a pas fait d'effet sur les complications macrovasculaires. Mais on a une célèbre étude, qui est l'étude Steno 2, qui a essayé de traiter ensemble tous les facteurs de risque cardiovasculaire. Ici, vous avez 5 interventions, et avec un follow-up de 21 ans, où on a pu réduire de manière drastique le risque de mortalité de 45%, la durée pour avoir le premier événement, on l'a prolongé de 8 ans et on a prolongé la survie d'à peu près 8 ans. Ce sont des effets très robustes pour dire que normaliser la glycémie, bien évidemment, doit faire partie de la prise en charge des autres facteurs de risque cardiovasculaire. Mais qui fait mieux? Est-ce que, pour réduire le risque cardiovasculaire, est-ce que c'est les interventions sur les anomalies comportementales ou plutôt les interventions sur les anomalies métaboliques qui est le plus prédominant? Et je vous apporte ici les résultats de l'étude épidémiologique pure qui a essayé d'étaler comment on peut réduire le risque cardiovasculaire à travers plusieurs facteurs de risque. Ici, c'était une 50aine de facteurs de risque qui ont été étudiés et on a pu même avoir des scores diététiques pour voir quelle diététique va être responsable de la réduction du risque cardiovasculaire. Les résultats qu'on avait, c'est que ce que vous voyez là en rouge, c'est que les anomalies métaboliques sont responsables de la plupart de l'augmentation du risque cardiovasculaire. Et anomalie métabolique va inclure quoi? Ici, dans le papier, ça inclut le déséquilibre glycémique, ça inclut le déséquilibre lipidique et ça inclut le tour de taille. Ça veut dire les 3 principales maladies métaboliques. Et je vous surprends si je vous dis une réduction du tour de taille de 5 à 10 cm a permis une réduction du risque cardiovasculaire de 20 à 30%. Loin de parler de médicaments, loin de parler que par l'exercice physique, si vous arrivez à réduire le tour de taille de 5 à 10 cm, c'était une étude de grande envergure. C'est une étude qui est à peu près de 200 000 patients. Certes, une étude observationnelle, mais sur une longue durée qui nous a permis de donner ces résultats. Et le mot-clé, c'est que si vous voulez intervenir, intervenez sur les anomalies métaboliques. Après, le contrôle glycémique,
comme on a vu, qui est une pièce maîtresse dans la réduction du risque cardiovasculaire, ça reste quand même sous-optimisé à travers le monde, pas que au Maroc. Et les chiffres au Maroc, c'est que vous avez que le 1/4 des patients qui est à l'objectif de l'hémoglobine glycée. Tout le monde va parler pour dire est-ce que tout le monde va avoir moins de 7%. Actuellement, avec les molécules qu'on a et en dehors de l'insulinothérapie, oui, les objectifs, la plupart, on doit avoir une hémoglobine glycée en dessous de 7% si on veut réduire les comorbidités à long terme. Donc on est devant, clairement, on est devant une inertie glucocentrique. Et la question qui se pose, quel est l'impact de cette inertie glucocentrique sur les complications macrovasculaires? Et à travers ce que vous voyez ici dans cette étude, c'est que une intensification tardive, ça veut dire vous allez petit à petit jusqu'à un jour où vous pensez à mettre votre patience à moins de 7% ou à moins de 7,5%, c'est que ça a été considéré comme une perte de chance. Et vous voyez là, statistiquement, c'était statistiquement significatif, la réduction, l'augmentation des nombres d'IDM, l'augmentation des nombres des AVC et l'augmentation des nombres d'insuffisance cardiaque, bien évidemment, aussi l'augmentation du nombre du critère composite de 62% de risque à travers une augmentation d'hémoglobine glycée au-delà de 7%. Ce qui veut dire que vous allez assister chez votre patient que même si vous faites bien, vous restez au-delà de 7%, vous êtes devant une inertie glucocentrique et aussi protective, vu que l'augmentation des événements cardiovasculaires, si vous prenez les trois, ça va être de 62%. Après tout cela, les relations entre la glycémie, les relations entre le métabolisme, la dyslipidémie, le tour de taille sur le risque cardiovasculaire, heureusement qu'on a assisté à un bouleversement de la prise en charge de la maladie diabétique en 2020, et plus précisément carrément à partir de 2015. L'étude en PAREG nous a pour la première fois démontré qu'il y avait une réduction qui n'a rien à voir avec la réduction de la glycémie et qui était propre aux médicaments. Il y avait deux classes thérapeutiques qui ont fait leurs preuves en matière de réduction du risque cardiovasculaire, quel que soit l'équilibre glycémique. Ça a fait le changement et on a changé pour la première fois les guidelines en 2018 pour inclure ces médicaments chez les patients qui ont un risque cardiovasculaire élevé ou chez les patients qui ont une atteinte cardiovasculaire avérée, pour les introduire quelle que soit l'hémoglobine glycée en 2020 et pour en 2021 inclure les médicaments selon les études qui ont été réalisées pour le médicament, ça veut dire avec le très haut niveau de preuve de chaque molécule. Et quand vous voyez les recommandations, vous allez voir que la partie où il y a l'atteinte d'organes cibles ou l'atteinte macrovasculaire représente quand même les 2/3 de la taille de la feuille ou de la slide. Mais en vérité, heureusement que les maladies cardiovasculaires ne vont concerner que le 1/3 des patients. Peut-être un peu moins. J'ai vu la discussion avec le professeur Khayé et la salle sur le risque cardiovasculaire des Marocains, est-ce qu'il est élevé ou est-ce qu'il est bas. Quand on a fait l'étude dans notre service, on a trouvé 14% des événements avérés dans un hôpital et pas dans la ville, ce qui veut dire que on a peut-être un peu moins, mais on a pris quand même une région qui est plus calme, moins stressée, qui est une région de Mknesfes. Alors que peut-être si on prend la région de Casa ou d'autres régions, peut-être qu'on aura un risque cardiovasculaire qui sera plus élevé. Et la principale maladie qui est associée au diabète ici dans le 1/3 des cas, c'est la maladie cardiovasculaire ischémique, que ce soit l'IDM ou l'AVC. Et l'étude Capture est allée pour répondre à la question, est-ce que les patients qui sont à très haut risque cardiovasculaire ou qui ont fait un événement cardiovasculaire, est-ce qu'ils sont protégés par des médicaments? La réponse était non, puisque 2 sur 10, ça veut dire 20% pour eux seulement,
qui recevait un médicament protecteur malgré les guidelines. Elle a été réalisée en 2020, alors que les guidelines sont sortis en 2018. On a fait la même chose, comme je viens de dire, je l'ai dit au début, c'est qu'on a publié notre papier sur la région de Fès Meknès, et on voit clairement qu'on n'est pas, on est optimisé sur le plan de la prise en charge de la plupart des facteurs de risque cardiovasculaire, sauf pour la cible de LDL. Mais presque 100% de nos patients prenaient des statines. Mais la cible de LDL n'a été touchée que dans l'ensemble, dans 22% des cas. Alors que si on compare la mise ou pas sous médicaments protecteurs, analogue GLP-1 ou gliflozine, c'était seulement 20%. Il y avait, c'est pas comme l'étude Capture, il y avait une différence entre la présence ou pas de maladies cardiovasculaires dans la prescription. Ça veut dire qu'on était plus sensibilisés. Mais, faute peut-être de moyens, faute peut-être d'inertie clinique vis-à-vis des médecins, d'ailleurs on a pu changer beaucoup de choses quand on a vu ça, et 20% seulement des patients recevaient un médicament protecteur. Maintenant, si on veut parler pour réduire le risque cardiovasculaire, on va parler analogue de GLP-1. Quelle est la différence en ce qui concerne l'efficacité par rapport aux autres antidiabétiques oraux? Déjà, si on veut être efficace sur le plan métabolique. Et l'efficacité sur l'équilibre glycémique, elle a été largement étudiée par exemple ici l'étude de l'IRA-prime, comparaison de l'iraglutide par rapport aux autres antidiabétiques en randomisation, et le critère principal, c'était l'échec, ça veut dire qui était considéré ici par une hémoglobine glyquée au-delà de 7%, le temps pour voir l'échec de la molécule. Et les médicaments utilisés, je pense que vos prescriptions s'alignent avec l'étude, c'est que la plupart des patients reçoivent des gliflozines en bleu ciel et la plupart des patients reçoivent des inhibiteurs de PP4. Et la différence était claire que mettre un patient après l'échec de la metformine sous l'iraglutide vous a fait éviter l'échec de 28 semaines de plus sous l'iraglutide et vous a fait éviter le déséquilibre glycémique 44 semaines de plus sous l'iraglutide. Et donc, les résultats, c'était clair. Mettre un patient après l'échec de la metformine sous analogue de GLP-1 vous fait éviter l'échec thérapeutique sur le long terme et vous fait rentrer dans l'efficacité sur le plan glycocentrique. Maintenant, qu'en est-il de la variabilité glycémique? Parce que tout le monde parle de variabilité. On ne va pas parler que réduction d'hémoglobine glyquée, parce que la différence entre hémoglobine glyquée de 7%, on peut avoir 100% dans la cible, 70% dans la cible ou 40% dans la cible en fonction de la variabilité. Elle a été bien étudiée pour le liraglutide. Les réponses étaient claires. Sur la variabilité intrajournalière, ça veut dire comment le glucose varie. Ici, elle a été évaluée par le MAGE. Il y a une amélioration de la variabilité glycémique sur les liraglutide. De la même manière, de la variabilité d'un jour à l'autre, ici, par le mode MODD 2D, et la différence était claire, ça veut dire mettre un patient sur l'iraglutide stabilise le patient sur la variabilité d'un jour à l'autre. Ce qui est clair aussi, c'est l'efficacité sur le poids, puisque c'est des médicaments qui sont prescrits aussi pour l'obésité, et qui ont l'AMM pour l'obésité à part d'autres types de médicaments, d'autres noms de médicaments, on va dire le même DCI, mais d'autres noms de médicaments. Ce qui a été clairement établi, c'est que la réduction, c'est à peu près 3-4 kilos. Je crois encore plus dans l'ethnie marocaine, on répond mieux aux analogues de GLP-1. Dans notre série interne au service, on a réussi à avoir moins 5% du poids corporel sous 1,2 en moyenne de milligrammes de liraglutide au bout de 3 mois seulement. Et ce qui est clair, c'est qu'il y a une différence entre les molécules. On attend avec impatience l'arrivée du semaglutide qui va arriver très bientôt dans le marché marocain, mais il faut savoir sachez que l'iraglutide à la dose de 3 mg, ici la dose contre l'obésité, peut réduire de 8% le poids corporel, alors que le semaglutide va réduire de presque 14% le poids corporel à une dose pleine. De la même manière, des médicaments de plus en plus performants, analogue triple, analogue GLP-1, GIP et glucagon, je vous apporte ici les résultats, ils ont permis de réduire de 28% le poids, chez qui? Chez les femmes. Et en moyenne, c'était 22%, que ce soit femme ou homme. Et si vous voulez voir pourquoi,
peut-être que c'est en rapport avec la quantité de graisse un petit peu plus élevée chez la femme. Mais une chose qui est sûre, si on prescrit ces molécules dans un but anti-obésité, c'est pas pour suspendre le médicament dans 1 an ou 2 ans. À chaque fois que vous allez arrêter, le patient va reprendre. Ça veut dire c'est un usage au long cours. Et c'est ce qu'il faut essayer de partager avec vos patients. Maintenant, est-ce qu'il y a une efficacité? On sait qu'il y a une efficacité sur le plan macrovasculaire. Mais la question, est-ce qu'il y a une efficacité sur le plan microvasculaire des analogues de GLP-1? À votre avis? Oui. Avec des preuves? Alors, sur le plan des complications microvasculaires, y compris rétinopathie et néphropathie, sur un critère ici secondaire, pas primaire. Quand on dit secondaire, ça veut dire que le niveau de preuve baisse. Et ici, il y avait une réduction de 16% des comorbidités microvasculaires. Le critère composite rénal, à savoir le dédoublement de la créatinine et le décès d'origine rénale et le décès cardiovasculaire, sur 3 critères très forts, il y avait une réduction de 22% du critère composite rénal sous liraglutide. Mais toujours en objectif secondaire, pas en objectif primaire ou peut-être tertiaire. Et dernièrement, par exemple, via le sémaglutide, on a pu démontrer qu'en randomisation, mettre du sémaglutide chez un patient diabétique type 2 avec atteinte rénale, même avec atteinte rénale dans les stades avancés, nous a permis de réduire le critère composite rénal. Ça veut dire on a la preuve que les analogues GLP-1 réduisent ici le sémaglutide de 24% le critère composite rénal, tout comme ont démontré les gliflozines auparavant. Maintenant, on est devant un patient qui vient de faire un IDM, ou là, qui vient de faire un AVC, ou là qu'on veut le protéger pour AVC, vous allez voir ça sur le cas clinique, et on veut choisir. En ce qui concerne les analogues de GLP-1, ici l'étude leader qui a été faite pour les liraglutide, c'est clair, un nombre important de patients, plus de 9000, et le critère principal c'était le MACE. Résultat, réduction du MACE de 13%. Important, c'est magnifique, et la durée de traitement ici c'était entre 4 et 5 ans. Et les recommandations, vous les connaissez. À chaque fois qu'on est devant un patient qui est en prévention secondaire, on pense aux 2 molécules. Et comment choisir? Wesh, l'analogue de GLP-1 ou là, le gliflozine. Comment choisir? Et je vais vous apporter déjà dans une méta-analyse. Méta-analyse, ça veut dire qui fait réduire plus le risque. Et vous avez ici la réduction du risque des analogues de GLP-1 sur le plan, je le souligne, athérosclérose. Ça fait réduire les événements de 15%, alors que les gliflozines, vous le voyez de l'autre côté, c'est de 10% seulement. Donc 10% contre 15% pour les analogues de GLP-1. Et quand on voit la méta-analyse des gliflozines, qu'est-ce qui change en ce qui concerne les résultats? Il n'y a pas un grand changement quand on prend chaque critère à part, pas le critère composite, pas le MACE. Quand on prend chaque critère à part, vous voyez que ça franchit toujours le 1, et ce n'est pas significatif pour l'IDM seul et pour l'AVC seul. Alors que pour les analogues GLP-1, les résultats, même si vous prenez les résultats seuls, ça veut dire IDM seul ou AVC seul ou mortalité cardiovasculaire, vous avez dans la méta-analyse des effets très positifs. Et donc on peut conclure que quand vous voulez traiter l'athérosclérose, notamment les AVC, athérosclérose, et je mets 5 croix sur le risque d'AVC, il faut penser aux analogues de GLP-1. Les recommandations sont claires, mais un peu floues, parce qu'ils ne mettent pas cette balance entre analogues de GLP-1 et gliflozine. Ils vous donnent le choix en matière d'athérosclérose dans la première rubrique, et le choix est beaucoup plus vers les gliflozines en matière d'insuffisance rénale, ou de maladie rénale chronique, et en matière d'insuffisance cardiaque, et en matière d'athérosclérose, le choix est libre pour le praticien. Alors qu'une dernière prise de position de la SFD sur le plan des patients qui ont fait récemment un événement cardiaque aigu, il y avait quand même, on parle de première ligne, mais il y avait quand même le changement dans les lignes, comme vous voyez ici. Je sais pas, je peux pas mettre le... Alors, dans la deuxième ligne, vous avez, les patients non insulinés, vous avez le choix de l'analogue GLP-1 en matière d'athérosclérose, avec une clairance de la créatine au-delà de 60,
le choix de GLP-1 et glyphosine, ils mettent 1, ça veut dire first line, mais avec une priorité pour glyphosine, pour l'analogue de GLP-1. La priorité reprend pour les glyphosines, comme vous avez un taux une maladie rénale chronique, ça veut dire une clairance de la créatinine entre 30 et 60. Et en dessous de 30, les analogues de GLP-1 reprennent la surface et reprennent le dessus des glyphosines, c'est normal parce qu'ils vont garder leur efficacité, que ce soit sur le plan métabolique que sur le plan du risque cardiovasculaire. La même chose pour les patients insulinés, quoique l'insuline reste quand même un traitement de première ligne. Ici, on parle de l'événement aigu pendant l'événement aigu. Et donc, vous voyez que dans ces recommandations récentes, on arrive quand même à faire la différence entre un patient athérosclérotique associé ou pas à une maladie rénale chronique et quel stade de maladie rénale chronique. Et à chaque fois qu'on s'enfonce, on aura tendance à privilégier les analogues de GLP-1. Et à chaque fois on est en prévention primaire avec un risque élevé d'athérosclérose, on va penser beaucoup plus vers les analogues de GLP-1. Donc, je clôture par ces deux cas cliniques. Je reçois une dame réelle, 62 ans, IMC 32, hémoglobine glyquée 7,4. Elle vient pour prise en charge de son diabète. Elle est inquiète par le sort de sa mère. Sa mère a fait un AVC à l'âge de 65 ans. Et elle veut des modifications dans ce sens. Qu'est-ce que je peux apporter à cette patiente? La première des choses, je demande un bilan métabolique et je fais le calcul du risque cardiovasculaire. Je trouve, à travers le score de diabète, qui est le plus commode ici pour le mesurer, je trouve un risque cardiovasculaire à 28,6%. Et je trouve aussi à l'examen clinique un IMC à 32. Et une peur de l'AVC, je veux réduire l'AVC. Je veux intervenir en prévention primaire. Alors, tous ces éléments sont en faveur de l'utilisation d'analogues de GLP-1. Vous êtes tous d'accord? Parce que ici, vous voulez travailler sur le STORC, c'est une réduction de 19% du risque, même en prévention primaire, chez les patients qui reçoivent un analogue de GLP-1. Et ici, vous le voyez sur méta-analyse, incluant même des molécules qui n'ont pas fait des analogues de GLP-1, qui n'ont pas fait preuve de réduction du risque cardiovasculaire. Un autre patient, vous le recevez, une autre patiente, Yamna, 65 ans, mais qui vient vous voir ici pour une maladie rénale chronique. Une maladie rénale chronique avec une clairance de la créatinine à 30. Clairance de la créatinine à 30, créate à 17, avec une hémoglobine glyquée qui est plus ou moins aux objectifs 7, 6,9%. Elle voit son néphrologue, il met d'abord l'irbesartan, et on s'assoit ensemble avec le néphrologue. Lui, il veut... Alors moi je dis, on arrête le diamicran. On arrête le diamicran parce qu'on est devant une clairance inférieure à 30. Et lui, il est chaud pour mettre un glyphosine à la dose de 10, une dose plutôt protectrice rénale et protectrice sur le plan cardiovasculaire parce que c'est une patiente qui aura un risque cardiovasculaire aux alentours de 30. Et bien évidemment, on maintient l'irbesartan tant qu'il est bien supporté par la patiente. Tant qu'il est bien supporté par la patiente, on peut maintenir l'irbesartan. Et la dose pleine toujours, on pense toujours à la dose pleine. La dose pleine a été tolérée par la patiente et on l'a maintenue à 300. Mais est-ce que vous êtes d'accord? Et واش غدير؟ ياك واش حيت السامبو ديال لي زانالوج؟ حيت السامبو ديال لي زانالوج tu peux pas mettre un inhibiteur de DPP4 parce que les analogues du GLP-1 ont une action sur les complications microvasculaires. C'est pour ça qu'on doit avoir ce réflexe. Je l'ai mis sous forme de schéma. C'est pas à cause des complications cardiovasculaires. Je sais que l'analogue du GLP-1 réduit les complications cardiovasculaires, mais c'est beaucoup plus avec la réduction du risque rénal, de risque de progression rénale. Et le dessus des analogues GLP-1 va être repris. Et d'ailleurs, ça ressort dans les guidelines de la protection rénale, c'est que ça prend le dessus de l'insuline, de l'inhibiteur de DPP4 et des glinides dans ce stade de la maladie, de stade 4 de la maladie rénale chronique. Et donc, le niveau de preuve, si vous voulez le niveau de preuve, vous avez un très haut niveau de preuve pour l'iraglutide en deux études, l'IRA rénal et LEADER, alors que pour démontrer un effet antiprotéinurique pour la patiente Diana, quand elle a 290 mg, elle était à cheval, sous pleine dose d'irbesartan, elle était à cheval entre macro et microprotéinurie. Et c'est là où on a le niveau de preuve élevé pour le liraglutide. Et si vous voulez, en attendant l'arrivée de la sémaglutide, qui a un très haut niveau de preuve en matière d'une clairance inférieure à 30.
Et je conclus pour dire qu'on n'est pas satisfait devant la prise en charge de la maladie diabétique et on souhaite avancer. On souhaite avancer à travers prescrire, faire des prescriptions sur mesure par rapport à votre patient. Il veut éviter ça, je donne ça. Il veut éviter ça, je donne ça, sans oublier l'intervention sur le mode de vie, l'intervention sur le tour de taille, l'intervention sur le poids, il ne faut pas l'oublier. Et les analogues de GLP-1 apportent plus, que ce soit pour le contrôle glycémique, pour le contrôle cardio-rénal, pour le risque cardiovasculaire et pour la gestion du poids. Tout ça, en prévention primaire comme en prévention secondaire, me permet d'éviter les complications. Bien évidemment, c'est fortement appuyé par la physiologie que apportent les analogues de GLP-1. Ils abordent 6 items sur 8 de la physiopathologie de la maladie diabétique. Ce qui est énorme. Il reste seulement l'item de rénal et l'item des cellules adipeuses. Ça veut dire si vous les associez avec du pioglitazone et avec un glyphosine, ça vous fait englober la physiopathologie de la maladie diabétique. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, cher professeur. Je passe la parole tout de suite à la salle pour 2 ou 3 questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Professeur Guindouz. Je vous remercie pour cet exposé très explicatif. Alors, moi, je suis un petit peu... Bon, je suis pas d'accord. Alors, on a l'impression de s'adresser à des omnipraticiens aux États-Unis ou en Europe. Malheureusement, les produits, ils sont efficaces. Nos voisins de l'Est, ils ont une politique qui est merveilleuse. Alors, le patient, il a accès à tous les produits prescrits par le médecin sans payer aucun sou. Malheureusement, ces produits sont très intéressants, mais nos patients, on lutte pour qu'ils prennent la metformine et sulfamide. Il faut que la politique, ou quelque chose de plus que nous, fasse, donne une solution à la population pour pouvoir acheter ces médicaments qui sont protecteurs à 100%. Merci. Merci pour votre réflexion. C'est que le coût est énorme, mais parfois on oublie des choses. C'est que il faut faire intervenir le patient dans le choix thérapeutique. Est-ce que votre patient a une couverture sociale? S'il a une couverture sociale, on est en train de parler d'un médicament qui est remboursable. Donc on ne rentre pas dans cette catégorie. Pour moi, j'ai des militaires, et il y a même le militaire qui est venu me voir pour me dire والله يخليك شوف اعطيني دوك الفلوس انا ما بقيتش باغي داك الدواء كاع انا اعطيني دوك الفلوس اللي كدي يعني علاش il prend le médicament de manière conventionnelle من عند la pharmacie sans qu'il le paye et à la fin quand il est remboursé كيهز الفلوس كيديهم للpharmacien. C'est la politique qu'on doit adopter tous pour avoir l'accessibilité. Si votre patient a une couverture sociale, vous êtes en train de faire de l'inertie clinique si vous ne donnez pas les médicaments. Parce que vous voyez comment je réduis le risque de 15%. 15%, c'est pas donné. Ça veut dire votre patient, si vous décalez le premier IDM de 5 à 10 ans, c'est une bonne chose. Il est سولتي ولده غادي يقول لك بغيت انا الوالد نشوفه. Il est سولتي مو ولدها غادي يقول لك بغيت الوالده نشوفها. Donc finalement, il faut faire introduire. Je fais introduire. Alors le patient ملي كتقول له انت دير كيقول لك لا. حنا كنعرفوا la génération القديمه. Mais je fais introduire la famille dans la décision. Et pour moi, ça se joue en discussion avec le patient. Est-ce qu'il est d'accord ou il n'est pas d'accord? Et parfois, même s'il est les moyens, si on n'est pas convaincant, on ne peut pas avoir cette prescription. Et d'ailleurs, vous n'avez pas reçu des femmes pour cette prescription à cause du poids. On le fait pour maigrir. Et on ne le fait pas pour réduire le risque cardiovasculaire chez le patient qui est à très haut risque. Moi, je trouve quand même qu'on doit s'aligner à avoir cette attitude de prescrire chez tous les patients وعاد خليه هو يديسيد عنده لي مويان ما عندوش وملي تكون عنده une mutuelle ما خصكش تعقل عليه. انا بالنسبه ليا je dois suivre. Alors c'est vrai on est en train de parler avec des résultats de coût efficacité des États-Unis et de l'Europe. ما عندناش les études locales. On est en train de batailler. D'ailleurs je présente un thème pareil
في l'innovation des médicaments اللي غيكون في غابة le congrès la semaine prochaine. L'idée, c'est que on doit avoir des études de coût-efficacité à l'intérieur du pays. Bien sûr, غادي نجيبوا les études اللي داو على برا et par l'intelligence artificielle كنحطوها على l'épidémiologie ديال البلاد. Et on doit avoir des études épidémiologiques pour pouvoir caler et avoir des descriptions précises et pour répondre à ta question de manière simple et précise. Et quand le patient fait un IDM, vous voyez son ordonnance devient combien? Son ordonnance devient limitée. يقول لك أنا فيا القلب ما نقدرش ندير رياضة. أنا فيا القلب ما نقدرش نجري. ما نقدرش نسافر. Il devient limité. أنا pour moi, si j'arrive à décaler l'événement de 5 ans, 5 à 10 ans, c'est déjà gagné. Mais c'est une chose qu'il faut discuter, bien évidemment. Je parle pas il faut le discuter avec le patient. Et merci pour votre intervention. Docteur Melouli. Oui. Merci encore une fois pour votre exposé, pour l'intervention de le confrère. Ce que je voudrais dire, c'est que parfois, vous avez cité tous les côtés positifs, mais quand on est devant une personne âgée, on se retrouve, par exemple, les glyphosines sont merveilleux, mais vous avez une personne qui est âgée, avec une prostate, avec des infections urinaires, et vous lui donnez le produit, il fait une déshydratation, il perd de poids. Donc, il y a quand même un petit côté négatif qu'il ne faut pas négliger. Bien évidemment, pour tous les médicaments, pas pour les glyphosines ou les analogues de GLP-1, pour tous les médicaments, je dois avoir un médicament qui est toléré. Et parfois, ça vous fait rentrer dans la gestion de la tolérance. Parce que, كيجي عندي واحد السوجي âgé كيقول لي وليت كنفيق في الليل. Alors l'hémoglobine glycée est correcte, وليت كنفيق في الليل بزاف ملي دخلتي لي هاد الدواء. C'est beaucoup plus des signes d'irritation prostatique que lié قلت له le glyphosine حنا كنعرفوه. Glyphosine غيزيد لك une miction par jour. Une miction واخا يزيدها لك في الليل ماشي مشكل قبلناها ولي يزيد لك 3 ولا 4. Là vous avez un autre problème. Il faut gérer l'autre problème. Il faut pas baisser les bras. Mais je suis d'accord avec vous, même les analogues GLP-1, ça nous arrive à les arrêter. Le degré d'arrêt dans notre étude locale, c'était de 9%. 9% des patients qui ont commencé le médicament, ils l'ont arrêté vu les effets secondaires digestifs qu'on n'est pas arrivé à surmonter. Exemple. Mais moi, je donne le médicament et quand il est bien toléré, je le maintiens. Une dernière petite question, docteur Zari. Je rejoins la première question. Micro, s'il vous plaît. Les analogues des GLP1 doivent être disponibles en santé publique. Comme ça, les médecins et les malades vont faire le choix des deux médicaments. Donc, il faut que les décideurs de santé publique mettent ce médicament disponible en santé publique. Je suis d'accord avec vous, sauf que la première étape que fait notre pays, c'est la couverture sociale pour tout le monde. Une fois tout le monde couvert, on va arriver à prendre les médicaments prescrits à la pharmacie. Une fois tout le monde couvert, حيت انت غادي تتبع لا كوفرتور غادي يولي الفارماسيان ما كيتبعش المريض. اعطيني الورقه ديالك، تعطيني لا كارت ديالك، جو فيريفيي كو لا كارت ديالك او ريغل مخلص المسائل ديالك، صافي كدوز كنعطيك الدواء ديالك انا كنتفاهم مع لا on va gagner beaucoup en prévenant les risques cardiovasculaires. C'est clair. Oui, c'est clair. Mais حنا دابا غير les analogues rapides pour les jeunes enfants ما لقيناهمش في la santé publique. Donc on estime avoir au moins la couverture pour tout le monde ou après ندوزو لهاد l'étape اللي كتهضر عليها l'analogue de GLP-1 pour tout le monde, la médication pour tout le monde et on va suivre les prescriptions bien évidemment. Il doit être un diabétique, pas un obèse pour bénéficier de la médication. Et je suis d'accord avec vous, les mettre à la portée de tout le monde nous va faire réduire beaucoup le risque cardiovasculaire à travers le royaume.